Hey, bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Toujours avec mon stéthoscope, symbole de cette chaîne, la parole, la philosophie, venant questionner la médecine, la science. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la notion d'éthique et de morale. Qu'est-ce que l'éthique? Qu'est-ce que l'éthique médicale? La bioéthique? Quel lien et quelle différence avec la morale? Pour commencer, rappelons la définition des termes. À première vue, étymologiquement, éthique et morale présentent la même signification. Éthique vient du terme grec ethos, qui veut dire l'habitude, les mœurs. Morale vient du latin moralis, qui est également traduit par les habitudes, les mœurs. Donc finalement, ça ne nous avance pas à grand-chose de connaître cette étymologie. Mais concrètement, lorsque nous les utilisons dans nos réflexions et dans nos débats, on perçoit bien que ces deux termes sont employés dans des champs différents et recouvrent des significations bien différentes. Alors creusons un peu. Dans le sens courant, l'éthique, c'est l'ensemble des caractères communs, des habitudes communes à un groupe d'individus, appartenant à une société. L'éthos, c'est la manière d'être sociale d'un individu, la manière d'être en société, son comportement, sa manière de se vêtir, de s'exprimer, etc., envisagée dans sa relation politique, c'est-à-dire dans sa relation avec sa classe sociale, sa société. L'éthique ne se définit donc que par rapport à une société, à un groupe d'individus, à une situation bien concrète, sociale et sociétale. Et on verra que ce n'est pas le cas de la morale. C'est Aristote, dans son livre Éthique à Nicomaque, qui pose les bases de cette définition de l'éthique en l'associant à la politique. Il y définit la politique comme la science d'un souverain bien et définit les normes du bien et du mal en rapport avec les normes politiques, qu'il appelle normes éthiques. Un comportement est donc dit éthique lorsqu'il est finalement politiquement correct, c'est-à-dire lorsqu'il suit un bien pour la cité, dans un cadre politique, un cadre rationnel et raisonnable. Pour enfoncer le clou et mieux comprendre, l'éthique est donc un raisonnement sur ce qu'il faut faire dans un cadre concret, rationnel. L'avantage est que ce cadre éthique semble donc pouvoir se mouvoir, être adaptable à telle ou telle situation concrète, tel ou tel désir de liberté. Mais l'inconvénient, par voie de conséquence, est que cette éthique ne peut donc pas constituer un cadre solide, un socle universel. C'est tout le problème. Dans le sens commun, la morale, elle, semble provenir de normes extérieures à l'homme et à la société. La morale semble prendre racine dans un système de croyances ou de traditions extérieures à l'homme, à partir duquel est proposée une norme du bien et du mal. La morale propose donc un cadre, des règles immuables, qui fixent les grandes lignes directrices pour tendre vers le bien ou vers le mal. Cadre qui ne change pas en fonction du contexte sociétal ou individuel. Cadre qui reste intact, impassible, même face à toutes sortes de considérations, d'émotions ou de situations dans lesquelles est plongée la société ou la personne. On ne peut se jouer de la morale, on ne peut jouer avec les contours de la morale, même si c'est triste, même si c'est parfois difficile. La morale, par définition, se doit de fixer le cadre. Son rôle est de fixer le cap et de le maintenir dans n'importe quelle situation, justement. C'est à l'homme de s'adapter à la morale, et non pas à la morale de s'adapter aux désirs humains. C'est l'image du phare dans la nuit, ce point fixe lumineux qui ne bouge pas, mais qui permet de se diriger. Alors que l'image que l'on pourrait rapporter pour définir l'éthique serait celle du capitaine qui barre le navire dans la tempête et qui tente de maintenir à sec le vaisseau et de le faire arriver à bon port, en s'étant justement appuyé sur le phare dans la nuit, sur la morale. Sur cette image, vous voyez que le phare n'a pas bougé. La morale ne s'est pas adaptée au désir de l'éthique
au désir du capitaine. Ce phare ne s'est pas déplacé, rapproché pour faire plaisir au capitaine et pour l'éclairer davantage. Et heureusement, car si le phare s'était déplacé, il n'aurait plus indiqué la bonne direction et aurait peut-être conduit le bateau sur un récif. Si le phare s'était déplacé, il aurait perdu sa fonction même, sa mission, son utilité, qui est justement d'être fixe pour baliser et mettre les bateaux sur le bon chemin, mettre les hommes sur le bon chemin. Pour avancer dans la différenciation entre ces deux termes, éthique et morale, nous pourrions imaginer une représentation en 3D, en relief. L'éthique s'intéresserait alors à la dimension horizontale de la réflexion sur les comportements humains, alors que la morale aborderait les mêmes sujets, mais dans une dimension plus verticale, transcendantale. Bien sûr, la différence entre éthique et morale n'est peut-être pas si nette, c'est tout le problème. Et il semble important de rappeler que toute morale, religieuse ou autre, semble avoir été structurée, façonnée par le temps, les générations et l'histoire, en partie par une discussion rationnelle, et qu'elle garde en souci de s'adapter à l'histoire contemporaine, aux problématiques de sociétés actuelles. Par exemple, la morale de l'Église est en perpétuel mouvement, questionnement, cheminement. Oui, le Vatican possède des comités d'éthique et remet en question quand il le faut la morale pour une meilleure compréhension et adaptabilité de celle-ci, mais sans jamais toucher au cadre fondateur. Et à l'inverse, dans un comité d'éthique purement biomédical par exemple, il y a des personnes qui réfléchissent à partir de leurs valeurs morales, leur éducation, leurs croyances, et imprègnent ainsi l'éthique de morale. Et c'est tant mieux. C'est ce que l'on appelle l'éthique de conviction. C'est l'occasion ici de rappeler la différence entre les deux éthiques, éthique de conviction et éthique de responsabilité. Nous avons tous une éthique de conviction, c'est-à-dire des convictions personnelles, telle ou telle opinion sur telle ou telle question de société, question bioéthique, écologique, économique, politique, qui viennent nourrir la réflexion générale et collective. Nous nous posons tous des interrogations personnelles, individuelles. Nous avons tous un questionnement privé, une éthique de conviction. Mais nous vivons en société. Et dans cette société, il nous faut trouver des règles pour harmoniser le vivre ensemble, en questionnant le questionnement commun. L'objectif de ce questionnement est de trouver un accord minimal, un accord qui permettra à tous d'évoluer librement dans cette société. L'éthique de responsabilité cherche à trouver cet accord commun que l'on appelle consensus. En d'autres termes, l'objectif de tout comité d'éthique est de faire la synthèse des éthiques de conviction pour définir une éthique de responsabilité commune. Mais le paradoxe est que c'est également à partir de cet accord minimal que les problèmes de positionnement philosophique commencent entre éthique et morale. C'est à partir de cette recherche de consensus que le conflit peut débuter. En effet, certains pensent que l'éthique de responsabilité et les lois qui en découlent imposent un nouveau cadre consensuel à la majorité. Mais cela sous la pression du diktat des minorités. Autrement dit, si une certaine minorité se sent lésée dans l'expression de sa liberté, elle va revendiquer de nouveaux droits pour pouvoir jouir de cette liberté, mais au détriment de l'acceptation morale et du cadre de liberté de la majorité. La question qui apparaît alors est celle-ci. L'éthique de conviction d'une minorité doit-elle s'imposer à l'éthique du plus grand nombre sur le seul principe de la recherche d'une éthique de responsabilité minimale commune? Je vous laisse cogiter. En effet, plus il y a de liberté individuelle, plus le cadre moral risque de voler en éclats. Certains pensent que la pluralité des points de vue ne peut pas être contenue dans une seule morale trop rigide. Oui, l'éthique semble moins forte, moins directive et plus adaptative, au cas par cas. Mais alors, en opérant comme cela, la société prend le risque de perdre de sa consistance, de sa valeur, de son cadre,
et prend le risque de se déliter complètement, de perdre le socle fondateur, à l'origine même de cette société. C'est paradoxal. Pour mieux comprendre, en théorie, il est avancé « tu ne tueras point ». En pratique, c'est plus complexe, et l'interdit semble pouvoir être nuancé par le contexte, la situation, le timing, etc. Par exemple, la phase de développement de l'embryon, pour les questions portant sur l'avortement, la conscience de la personne porteuse de handicap ou de la personne âgée, concernant les questions d'euthanasie, etc. Ce sont de vastes sujets. Je vous laisse donc sur cette réflexion. Et bien sûr, je vous remercie pour tout ce que vous faites.